Sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, dans quelques instants, Grishka Bogdanov sera notre invité. Nous patientons quelques secondes et nous le retrouvons par téléphone. À tout de suite. Fréquence Évasion sur le web, première radio interrégionale du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. C'est la clé du mystère. Grishka Bogdanov, c'est notre invité. Nous sommes heureux de vous recevoir sur Fréquence Évasion. Alors précisons que nous vous recevrons dans le cadre de votre livre Au commencement du temps. Donc c'est une question que vous vous posez, une question finalement existentielle. D'où venons-nous Grishka Bogdanov, est-ce que vous allez répondre à notre question? Écoutez, c'est vraiment la question la plus fondamentale et la plus concernante pour chacun d'entre nous. Parfois on ose se la poser, parfois pas. Mais quoi qu'il en soit, il est incontestable qu'à un moment ou à un autre, elle traverse notre paysage conceptuel, notre imagination dans le meilleur des cas, et elle débouche sur un immense mystère qui est celui de la création du monde, la création de l'univers. C'est pas simplement l'origine du temps, c'est aussi l'origine de tout ce qui existe. Et à partir de l'instant où on se pose la question de l'origine du temps, on débouche automatiquement sur la question de l'origine de tout ce qui existe depuis maintenant des milliards d'années. Comment est-ce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, les étoiles, les galaxies, comment est-ce que cet immense univers a commencé? Et quand on se pose cette question-là, évidemment, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la métaphysique. Alors c'est Dali et Jean Guiton qui vous ont conduit sur les premières pistes de vos recherches. Oui, bien sûr. En fait, nous avons rencontré Jean Guiton dans les années 80, au début des années 80, et immédiatement, nous nous sommes vraiment bien entendus. Nous nous sommes retrouvés en lui parce qu'il nous a permis de comprendre que le vrai choix philosophique consistait à se tourner vers ce que l'on appelle les philosophies du mystère, qu'il oppose d'ailleurs aux philosophies de l'absurde. Alors, les philosophies de l'absurde sont parfois rassemblées sous une bannière qu'on connaît, qui est celui de l'existentialisme, celle de l'existentialisme notamment, à travers des grands représentants comme Jean-Paul Sartre dans les années 50 en France, d'autres en Allemagne et dans d'autres grands pays. Et puis, si on se tourne vers un autre bord, il n'est pas le bord existentialiste, mais plutôt le bord essentialiste, on trouve une autre tradition philosophique qui remonte à Platon, puis qui traverse les siècles, qui passe par Emmanuel Kant, l'un des plus brillants et des plus importants philosophes du monde occidental, et puis Leibniz et encore d'autres, jusqu'à ce qu'on arrive à Bergson, qui est l'un des grands représentants on peut appeler aussi d'ailleurs la philosophie chrétienne. Et à partir de là, on trouve un certain nombre d'héritiers de Bergson, dont Gabriel Marcel, Jan Kelevich, et en particulier donc Jean Guiton. Et Jean Guiton, effectivement, a été pour nous un maître, quelqu'un qui nous a profondément influencé dans notre perception de la réalité. Il nous a rassuré aussi beaucoup parce que sa façon de développer son discours, c'est un discours très très sûr de lui, très tolérant, très ouvert, écuménique, c'est ainsi qu'on peut le considérer. Eh bien, était un discours de construction, de vision positive, de vision optimiste, non seulement du présent, mais aussi de l'histoire à venir. Et donc, Jean Guiton nous a permis, au fond, de nous inscrire pleinement dans la métaphysique, tout en considérant, évidemment, ce qu'il pouvait y avoir d'important dans un engagement de type philosophique pour ce qui concerne la transformation du monde. Donc, comprendre le monde, mais aussi agir sur lui. Ce sont les deux maîtres mots qui résultent de notre rencontre avec Jean Guiton, et j'y rajouterai autre chose. Avoir, grâce à ce double pôle de compréhension et d'action, avoir une conscience de ce que représente à
chaque instant la transcendance, c'est-à-dire l'accès à une vision transcendante des choses. Ce n'est pas simple de considérer que le monde, l'immanent du monde dans lequel nous vivons, est doté d'une dimension autre, orthogonale, supplémentaire, qu'on appelle la transcendance. Et pour cela, il faut aller loin dans l'engagement philosophique. Et Jean Guiton est allé loin dans cet engagement et il nous a fait toucher au fond du doigt la nécessité, nous aussi, de dépasser les frontières et d'aller le plus loin possible jusqu'à ce qu'on atteigne la transcendance, c'est-à-dire l'horizon de ce qu'il appelle le mystère. Alors si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, ça voudrait dire qu'on pourrait essayer d'expliquer la réincarnation, ce qu'on appelle l'au-delà, la vie après la vie, toutes ces choses existentielles que chacun d'entre nous se pose. Oui, toutes les questions en fait qui sont formulées depuis le début de l'histoire humaine touchent d'abord évidemment à ce que vous avez décrit comme étant les frontières, et puis à l'intérieur des frontières évidemment à des sujets qui sont non pas d'ordre métaphysique comme on peut le dire, mais des questions qui sont beaucoup plus ordinaires et qui impliquent les esprits philosophiques ou non d'ailleurs depuis longtemps. Maintenant, vous citez effectivement les frontières et on doit les définir comme étant partie prenante de ce qu'on appelle un acte de pensée métaphysique. Alors, les théologiens, les spiritualistes ont tous été habités par cette quête avant tout. Or, il se trouve quand même aujourd'hui que nous vivons une époque particulièrement importante, en ce sens que cet horizon métaphysique, eh bien, il est de plus en plus investi, en tout cas de plus en plus fréquenté par d'autres types de penseurs, par d'autres écoles que stricto sensu les métaphysiciens. Ces autres écoles sont essentiellement fondées sur la raison et en particulier sur la science. La science aujourd'hui nous donne les moyens de reposer les grandes questions métaphysiques et parfois même les moyens d'y répondre. En tout cas, au moins de reformuler les grandes questions. Et c'est ce qui caractérise depuis la fin les toutes dernières années du XXe siècle et surtout depuis le XXIe siècle, l'évolution rapide de la science. La science, aujourd'hui, permet, par son avancée conceptuelle, qui est absolument gigantesque, qui est considérable et qui, en même temps, se fonde sur des disciplines qui elles-mêmes intègrent cette dimension problématique, cette dimension presque métaphysique, eh bien, la science, aujourd'hui, nous permet de poser les questions ultimes, des questions qui n'auraient pas effectivement effleuré l'esprit des philosophes, même il y a 150 ou 200 ans, tellement elles paraissaient insolubles, et qui aujourd'hui eh bien, deviennent des questions d'actualité pour le penseur scientifique, pour le penseur rationnel. Alors d'ailleurs, dans votre livre, Grishka, vous parlez des recherches sur la science quantique. Oui, bien sûr. On doit beaucoup à tous ceux qui, dans le périmètre de cette nouvelle physique qu'on appelle la physique quantique, ont posé de nouveaux jalons. Vous citez Schrödinger, il y en a beaucoup d'autres comme Paul Dirac, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Albert Einstein lui-même. Donc, tous ces penseurs de la physique du XXe et du début du XXIe siècle ont été conscients du fait qu'ils déplaçaient ce qu'on appelle l'horizon épistémologique, c'est-à-dire le sous-sol de connaissances dans lequel s'inscrit le geste du physicien théoricien. Presque parce que ce sont des théoriciens et qui, évidemment, en tant que tels, ils déplacent l'horizon des connaissances dans lequel nous vivons. Mais il y a évidemment des conquêtes qui sont des conquêtes très précises, qui ont des retentissements insoupçonnés, justement, dans ce domaine que nous qualifions depuis tout à l'heure de métaphysique. Vous venez de citer le temps imaginaire. Le temps imaginaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une autre forme du temps. C'est celle que nous décrivons dans notre livre Au commencement du temps. Le commencement du temps est un voyage. Alors c'est une invitation au voyage, un petit peu au sens baudelairien, si on peut dire, c'est-à-dire d'abord une dimension poétique, qui nous permet de réaliser un rêve que nous portons tous en nous. Ce rêve, c'est je suis ici et maintenant, à un certain endroit, mais que se passerait-il si je pouvais, par un miracle de l'esprit, revenir en arrière, me trouver tout d'un coup
dans le même paysage, au même endroit, mais 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années dans le passé. C'est ce que nous proposons à notre lecteur. Nous le prenons par la main, nous le mettons face à la tour Eiffel, et là, nous lui disons, bien voilà, nous allons commencer un voyage en arrière, qui va vous permettre de voir comment le paysage va changer. D'abord, un jour en arrière, puis une semaine, puis 1 mois, et puis plusieurs années, et ainsi de suite. On va se retrouver dans les années 30, puis autour des années 1900, puis au XVIIIe siècle, puis au Moyen-Âge, puis à l'Antiquité, puis à la préhistoire, et tout d'un coup, on va se retrouver au même endroit, c'est-à-dire sur la colline du Trocadéro, mais elle sera envahie par la forêt primaire, on sera avec des hommes préhistoriques qui hantent des grottes qui sont maintenant à la place de ce que aujourd'hui on trouve effectivement sous nos pieds, c'est-à-dire des places urbanisées avec des immeubles modernes, etc. Tout ça, évidemment, aura disparu 100 000 ans en arrière, et puis encore plus loin dans le passé, il y a 60 millions d'années, on trouvera des animaux très primitifs qui sont les ancêtres de tous les mammifères, et puis il y a 100 millions d'années, toujours au même endroit, sur la colline du Trocadéro, on va trouver des dinosaures, ils étaient là, oui, il y a très très longtemps. Et ainsi de suite, on remonte loin, de plus en plus loin, jusqu'à nous trouver 13 milliards 700 millions d'années dans le passé, et là nous allons atteindre l'origine du temps, justement, ce que nous avons appelé l'origine du temps, c'est-à-dire le Big Bang. Car le temps réel, commence avec le Big Bang. Et derrière ce mur de Planck, 10 puissance moins 43 secondes, donc après l'instant zéro, il y a une autre forme du temps, et c'est ce que vous avez appelé, à juste titre, le temps imaginaire. Il faut passer en quelque sorte cette frontière ultime de la réalité pour trouver quelque chose d'éminemment mystérieux, d'éminemment différent, d'éminemment autre, qu'on appelle le temps complexe, le temps imaginaire. Alors dans ce temps-là, il y aurait un code qui aurait créé tout ce qui existe aujourd'hui, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Oui, alors c'est ce qui est fascinant. Ce qui est fascinant, c'est que quand on remonte en arrière, on va se trouver, donc, comme tous les physiciens le disent, et aujourd'hui nous sommes évidemment en face de découvertes colossales qui permettent en effet d'affirmer que le monde, l'univers tel que nous le connaissons, a commencé il y a 13 milliards 700 millions d'années sous une forme explosive qu'on appelle le Big Bang. Mais le Big Bang commence effectivement à une fraction de seconde après l'instant zéro. Et toute la question que nous soulevons dans notre ouvrage, au commencement du temps, c'est, oui d'accord, l'univers commence au moment du Big Bang à ce temps très très petit qu'on appelle le temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes, après l'instant zéro. Oui, mais est-ce qu'il y avait quelque chose avant? Est-ce que on peut remonter en deçà de ce mur de Planck, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous allons trouver? C'est toute la question. Elle est absolument fascinante. Or, les scientifiques d'aujourd'hui hésitent à la poser, et la plupart d'ailleurs refusent la question, se disant on n'a pas les moyens aujourd'hui de répondre à une question aussi vaste, parce que mathématiquement, parce que sur le plan de la physique théorique, nous n'avons pas, en quelque sorte, la possibilité aujourd'hui de résoudre les problèmes de mariage entre la physique de l'infiniment grand et la physique de l'infiniment petit, entre ce qu'on appelle la relativité et la mécanique quantique. Nous n'avons pas construit de théorie quantique de la gravitation, donc il n'est pas possible de poser la question et évidemment encore moins d'y répondre. Nous ne pensons pas cela, Igor et moi. Nous pensons qu'il est possible de remonter en deçà de cette frontière de Planck, à condition de prendre les bons chemins, les bons instruments pour pouvoir effectivement passer ce mur de Planck. Les bons instruments sont des instruments de type mathématique. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pendant des années choisi de travailler, Igor et moi, dans des laboratoires de physique mathématique, et notamment dans ces laboratoires, grâce à notre directeur de thèse, nous avons choisi de prendre pour moyen de passer le mur de Planck, nous avons choisi de prendre un instrument mathématique très particulier qu'on appelle les groupes quantiques. Et ces instruments mathématiques extrêmement puissants, difficiles à manipuler, mais très puissants, nous ont permis effectivement de remonter en deçà du Big Bang, avant le Big Bang, et d'aller jusqu'à l'instant zéro. Et là, grâce à ces instruments mathématiques, toujours les fameux groupes quantiques dont je viens de parler,
nous avons pu montrer que le point zéro existe, c'est ce qu'on appelle la singularité initiale de l'espace-temps. Donc cette singularité bel et bien présente dans le modèle standard du Big Bang, donc elle existe, mais surtout on peut comprendre que cette singularité correspond à l'instant zéro, et que cet instant zéro n'existe pas dans le temps réel. Il existe dans une autre forme du temps, qu'on appelle le temps imaginaire. Et ce temps imaginaire, et je reviens à votre remarque de tout à l'heure, eh bien, il ne porte pas autre chose que ce qu'on appelle de l'information. Car, c'est ça qui est fascinant, c'est ça qui est passionnant, et c'est ce que, finalement, nous amenons nos lecteurs à découvrir. On amène nos lecteurs à découvrir que, oui, l'instant zéro existe, oui, l'univers, effectivement, jaillit du néant à l'instant zéro, sauf que, à cet instant-là, il n'est pas encore question, pour l'univers, de porter la moindre parcelle d'énergie, de porter la moindre parcelle ou le moindre grain de matière. Donc, à cet instant zéro, l'univers existe, mais il n'est ni énergie, ni matière. L'énergie et la matière ne viendront qu'au moment du Big Bang, c'est-à-dire très longtemps plus tard, très longtemps après. Donc, la question qui se pose, c'est, oui, mais alors, cet univers, s'il existe, de quoi s'agit-il? De quoi est-il fait? Quelle est son étoffe? Eh bien, nous répondons à cette question dans notre livre, donc au commencement du temps. Nous apportons, je crois, pour la première fois, une réponse qui va plus loin d'ailleurs que celle que nous avions fournie à l'époque avant le Big Bang, qui était publiée en 2004. Donc, en 5 ans, la science a fait des progrès. Nous aussi, nous inscrivons dans ces progrès, puis nous avons probablement contribué à affiner nos instruments mathématiques et donc notre pensée. Et ce point zéro, nous avons pu voir qu'il est caractérisé par quelque chose qui n'est pas, comme je l'ai dit, ni de l'énergie ni de la matière, mais autre chose. Alors quoi? Eh bien, justement, de l'information, c'est-à-dire un code, oui, on peut le comparer à une sorte de code qui est, en un certain sens, pour l'univers tout entier, l'équivalent de ce qu'est, de ce que recouvre le code génétique pour un être vivant. Tous les êtres vivants, effectivement les espèces, toutes les créatures vivantes sur Terre sont en quelque sorte structurées dans leur évolution et dans leur essence même par un code qu'on appelle le code génétique. Eh bien, de la même façon, nous pensons, et c'est notre hypothèse, que sur ce point zéro, qui existe dans ce fameux temps imaginaire, au sens mathématique du terme, c'est pas un temps qui serait un fruit de notre imagination, c'est un temps dont on sait qu'il est le résultat d'une transformation du temps réel en un temps imaginaire, c'est-à-dire un temps qui est mesuré par des nombres imaginaires, et non pas par des nombres réels. Donc, ce point zéro, eh bien, il porte une information qui est extrêmement dense, extrêmement riche, qui en quelque sorte concentre en elle toutes les lois sur lesquelles repose aujourd'hui l'univers, mais qu'elles sont déjà là à l'instant zéro. C'est ça qui est extraordinaire et bouleversant même pour l'esprit. Elles sont déjà là à l'instant zéro, et elles existent comme une sorte de code qui va structurer l'univers et qui va encadrer, en quelque sorte, programmer, si on peut dire, son évolution. Alors quelque part, ça peut être le dieu des théologistes. Oui, c'est-à-dire que le point zéro, il nous amène à comprendre que il y a quelque chose, une écriture mathématique extrêmement ordonnée, très symétrique, très belle même, dont on pourrait dire effectivement qu'elle est aussi belle que les lois qui aujourd'hui composent l'univers ou sur lesquelles repose notre univers tout entier. C'est fascinant de considérer effectivement que déjà à l'instant zéro, c'est-à-dire quand il n'y avait encore rien, quand le temps lui-même n'avait pas commencé, les lois étaient déjà là, elles précédaient en quelque sorte la naissance du temps réel. Bien sûr, elles étaient inscrites dans un autre temps qu'on appelle le temps imaginaire, mais c'est tout de même cela, la grande conquête, et même je dirais la grande découverte que nous avons pu faire, sachant, je fais une parenthèse, que nous n'avons rien, entre guillemets, inventé. Le scientifique doit toujours être modeste devant des conquêtes de la connaissance, et notre modestie à nous consiste à dire que nous nous sommes laissés guider par les mathématiques, et qu'à un certain point, nous avons découvert une propriété mathématique de l'univers. Donc, comme on peut découvrir un théorème, nous avons découvert un certain être mathématique à l'instant zéro. Et ça me fait dire, effectivement, qu'il s'agit d'une découverte et non pas d'une théorie. Dans la mesure où on découvre un théorème et on ne l'invente pas. Pythagore
a effectivement découvert son théorème, qui porte son nom, le théorème de Pythagore, mais il ne l'a pas inventé. Donc il est intrinsèque. Et de ce point de vue-là, l'être mathématique qui existe à l'instant zéro de l'espace-temps, de l'univers, eh bien effectivement, nous l'avons, je dirais modestement, une fois de plus, mis en évidence, découvert, mais pas inventé. De toute façon, il existe de manière indépendante, en quelque sorte, de celui qui le découvre. Et pour aller plus loin dans le sens, effectivement, de ce que vous dites à propos de la nature de cette découverte, c'est vrai que ce point zéro d'essence mathématique, eh bien, par sa nature même, qui est une nature, on va dire, informationnelle, les théologiens ou les métaphysiciens spiritualistes pourraient dire c'est une nature spirituelle, un contenu spirituel, un contenu d'esprit en quelque sorte, qui précède la matière, comme le disait Jean Guiton lorsqu'il citait les philosophes grecs, mens agitat molem, c'est-à-dire l'esprit agite la matière, donc l'esprit précède la matière. Eh bien, c'est un petit peu ce que finalement la science d'aujourd'hui nous dit à propos de cet univers il y a si longtemps. Il y a si longtemps, lorsqu'il commence, il y a plus de 13 milliards d'années, sous une forme différente de celle que nous connaissons, ça c'est une évidence. Simplement, ce n'est pas la matière qui précède la réalité telle que nous la connaissons, c'est autre chose. La réalité de la matière est précédée par une autre réalité qui est celle de l'information, et que d'autres penseurs pourraient appeler de l'esprit. Alors je ne vais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ça nous amène à comprendre que quelque chose d'immatériel, de non matériel, précède la réalité matérielle. Et ça, c'est effectivement une des conquêtes que je crois fondamentales, et même une révolution pour l'esprit humain, pour la connaissance, pour l'épistémologie, qui caractérise ce début du XXIe siècle. J'ajoute une autre chose, qui concerne toujours cette façon de comprendre que nous sommes dans un univers qui est plus que la matière, qui est plus que la somme des composantes matérielles qui le sous-tendent. Un jour, en 1936, Albert Einstein rencontre, c'était à Princeton, donc en Amérique, rencontre un jeune enfant d'une dizaine d'années qui lui demande « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein, à ce moment-là, ne répond pas. Et il demande à l'enfant simplement de lui donner son adresse et il lui dit, il l'assure, qu'il va lui répondre par écrit. Une semaine passe et en effet, l'enfant reçoit une réponse écrite, la belle écriture d'Einstein, et je la connais par cœur cette réponse parce que je la trouve exemplaire, et ceux qui nous écoutent en ce moment seront sous le charme, je dirais, de cette pensée, de ce merveilleux savant qui était Einstein, qui était généreux, qui était en même temps doté de cette curiosité pour tout, pas seulement pour les choses observables dans le domaine de la science, mais aussi pour les choses verticales, celles qui nous entraînent et qui nous amènent à toucher effectivement à ce que j'ai appelé tout à l'heure les grandes questions. Et voici ce qu'il a répondu à cet enfant en 1936. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Fin de citation. Et vous voyez la beauté et la profondeur des choses. Donc quand on considère que le point zéro concentre en lui de l'information, que cette information représente la somme de toutes les lois sur lesquelles repose aujourd'hui même l'univers, on ne peut pas manquer de se poser la question, oui, mais qui a écrit ce fameux code? Qui, comme le dirait Hawking, le grand savant qui, comme vous le savez, a contribué plus que d'autres à notre connaissance sur le commencement du temps, sur l'origine de l'univers, Stephen Hawking, qui dit « Qui donc a mis le feu aux équations ?» C'est une très très belle image et qui nous amène à nous interroger comme il le fait lui et comme le fait Einstein. Einstein un jour a dit « La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de connaître, de comprendre la pensée de Dieu. » Et en écho, près d'un demi-siècle plus tard, Stephen Hawking a dit la même chose. Il dit lorsque nous serons arrivés à comprendre de manière simple comment l'univers a commencé, alors nous pourrons répondre à la question à quoi pensait Dieu, quelle est la pensée de Dieu, au moment où effectivement il mettait le feu aux équations. Alors aujourd'hui dans l'univers, est-ce qu'on n'a pas encore l'empreinte justement de ce début, de ce point zéro, quand on imbrique le temps réel et le temps imaginaire? Et bien sûr. Si vous voulez, il y a trois formes du temps. La première forme du temps, c'est celle que nous avons décrite effectivement comme étant le temps réel.
celle qui existe et qui est mesurable par nos montres, qui existe dans notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle le temps réel. Ça, nous le connaissons bien, nous sommes immergés dans ce temps réel, nous en faisons l'expérience à chaque instant. Maintenant, quand on remonte vers le Big Bang, on va se trouver tout à coup confronté à cette échelle incroyablement petite, qu'on appelle l'échelle de Planck. L'univers tout entier, il y a 13 700 millions d'années, ne mesure plus que 10 puissance moins 33 cm. C'est-à-dire un zéro, une virgule et 32 zéros derrière la virgule et un petit 1. En centimètres, ça fait pas beaucoup. C'est vraiment des milliards de fois plus petit que la plus petite des particules élémentaires, noyau d'atomes d'hydrogène par exemple. Donc c'est vraiment très 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 petit. Ben, le contenu en matière, tout le contenu en énergie de l'univers se trouvait pourtant concentré dans cette petite particule, cette étincelle de réalité, qui était donc l'univers à l'échelle de Planck. Et pourtant, ce n'est pas le début de l'histoire, parce qu'il y avait encore autre chose avant. Et cet avant, effectivement, nous amène à pénétrer, donc, grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, à des instruments mathématiques appropriés. J'ai parlé tout à l'heure des groupes quantiques, il y a d'autres instruments, mais qui permettent de passer la barrière de Planck, et à partir de ce moment-là, de se trouver dans un en-deçà du Big Bang, et donc dans un en-deçà du temps réel. Et qu'est-ce que c'est, effectivement, que cet en-deçà ? Eh bien, c'est la première transformation du temps où nous voyons apparaître un temps qui n'est plus le temps réel, mais un temps transformé, un temps enrichi, un temps élargi, que les mathématiciens et les physiciens mathématiciens appellent le temps complexe. Qu'est-ce que c'est que le temps complexe ? C'est un temps qui a deux composantes au lieu d'une. Notre temps à nous n'a qu'une seule composante, c'est la composante réelle. Le temps complexe a deux composantes. Une composante réelle, c'est le temps que nous connaissons, et une composante imaginaire pure. C'est le temps qui existe à 90 degrés, en quelque sorte, orthogonal au temps réel, qui a subi ce qu'on appelle une rotation de Wick. Wick était un physicien mathématicien du début du XXe siècle, et qui a décrit effectivement cette transformation du temps qui bascule de l'axe des réels vers l'axe des imaginaires purs. Et lorsque l'on a un mélange entre le temps réel et le temps imaginaire, eh bien on a un temps complexe. Et c'est ce temps-là qui existait, si on peut dire, selon nous, selon notre approche, avant le Big Bang, jusqu'à ce que on atteigne enfin la singularité initiale, c'est-à-dire le point zéro, l'instant zéro. C'est-à-dire que le temps complexe existe entre le temps de Planck, 10-43 secondes, et l'instant zéro. Et quand on tombe sur l'instant zéro, le temps réel a totalement disparu, sans laisser de traces. Il n'existe plus que le temps imaginaire pur. Un temps qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, tellement contraint par les contraintes notamment exercées par la gravitation, par la courbure, que, eh bien, ce temps complexe se réduit à sa composante imaginaire pure. Donc, il est à 90 degrés, basculé dans le plan complexe, et sa projection, en fait, sur l'axe des réels, tombe sur zéro. Donc, nous avons effectivement une nouvelle forme du temps qui est totalement différente et qui, à ce moment-là, a transformé l'univers totalement. C'est-à-dire que tout le contenu, en quelque sorte, en matière, en énergie, a totalement disparu et est remplacé, comme je l'ai dit, par un contenu d'information. Ça, c'est quand on part d'ici pour revenir en arrière. Si, évidemment, on part de ce point zéro pour aller jusqu'ici, on va assister à 3 étapes de la création de l'univers et donc de la création du temps. Première étape, le temps imaginaire qui est là, qui concentre en lui cette densité d'information qui n'est donc pas du tout de la densité d'énergie ou de la densité de matière, donc il n'y a pas de matière et pas d'énergie, il n'y a que de l'information. Et puis, entre zéro et le temps de Planck, transformation de l'information en énergie, et à partir donc c'est le temps complexe, c'est le temps complexe qui permet cette transition entre l'information et l'énergie, et enfin, à partir du temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes, libération de l'énergie, explosion, si on peut dire, gigantesque, qu'on appelle le Big Bang, et début de l'expansion, et nous vivons toujours, aujourd'hui, dans cette phase d'expansion de l'univers. Bien entendu, il existe des traces de cette fantastique histoire que je viens de décrire et que nous décrivons en détail dans notre livre. Il existe des traces, et donc, il existe des repères, des vestiges, en quelque sorte, oui, on va dire
des espèces de témoins de ce que représente cette histoire et notamment de l'existence du temps imaginaire, de cette cinquième dimension de l'espace-temps. Et les CIDRA, c'est bien effectivement des moyens modernes d'observation vont nous permettre de les déceler de manière indirecte. Par exemple, le satellite Planck. Planck est un satellite d'observation astronomique qui va regarder très 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 loin en arrière, qui vient d'être lancé en mai dernier et qui, dans les semaines et les mois à venir, va probablement déboucher sur des conquêtes prodigieuses. Parce que Planck est spécifiquement conçu pour pouvoir regarder très loin en arrière, jusqu'au voisinage, effectivement, du Big Bang, peut-être une seconde après le Big Bang. Mais grâce à ces fantastiques moyens d'observation, il pourra permettre de répondre à un certain nombre de questions, notamment deux, qui sont extrêmement importantes pour nous. La première porte sur l'existence de l'énergie sombre, c'est l'énergie noire, comme on dit. Si l'énergie noire existe, alors ça va conforter effectivement l'idée qu'il existait avant le Big Bang un champ scalaire que l'on peut comparer à une dimension supplémentaire. Donc effectivement, ça nous donnera raison à ce moment-là pour ce qui concerne l'existence du temps imaginaire. Et deuxième conquête, le satellite Planck permettra probablement de donner une réponse définitive qui va dans le sens de ce que nous pensons concernant la forme de l'espace à trois dimensions, la forme de l'univers dans lequel nous vivons. Nous pensons que l'univers n'est pas plat, mais qu'il est rond. L'univers passe à trois dimensions. Nous allons marquer une courte pause dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Grinka Bogdanov. Nous parlons du Big Bang, du temps imaginaire. D'ailleurs, parlons des trous noirs qui sont assez révélateurs justement par rapport au temps imaginaire. On s'aperçoit en observant, d'ailleurs vous en parlez dans votre livre, les trous noirs n'ont rien à voir avec l'énergie noire. Et là, on s'aperçoit qu'on est dans la singularité d'un temps imaginaire. Bien sûr. Les singularités sont des objets extrêmement riches et extrêmement passionnants pour les mathématiciens. Ce sont des objets qui sont des limites, finalement, de la réalité mathématique ou physico-mathématique sur lequel le mathématicien porte son regard et toute son attention. En fait, la singularité initiale, nous en avons parlé, c'est le point zéro d'où a jailli la totalité de la matière, de l'énergie, d'abord sous une forme d'information et puis ensuite sous une forme d'énergie et maintenant sous une forme matérielle que nous pouvons effectivement observer autour de nous. Ça, c'est la singularité initiale, qui était un point mathématique, d'essence mathématique, donc à l'instant zéro. Maintenant, il existe d'autres singularités dans l'espace-temps, et en particulier celles qui existent au fond de ces objets éminemment mystérieux qu'on appelle les trous noirs. Donc, au fond d'un trou noir, quand on bascule, quand on descend dans un trou noir, on n'en a jamais encore observé directement, mais au moins indirectement, on peut en avoir effectivement une saisie, eh bien, on peut, grâce au calcul, comprendre que quand on est englouti en quelque sorte par le trou noir, quand on passe ce qu'on appelle, ce que les physiciens appellent l'horizon du trou noir, on ne revient plus jamais en arrière, et on va aller de plus en plus profondément dans ce siphon gravitationnel, on est entraîné irréversiblement par ce siphon gravitationnel qu'est le trou noir. Alors jusqu'où est-on entraîné? Eh bien, on va en quelque sorte tomber dans un monde, être englouti dans un monde qui devient de plus en plus dense, de plus en plus petit, exactement comme l'univers était de plus en plus dense, de plus en plus petit si on revient en arrière. Donc quand on passe effectivement la barrière des milliards d'années, on trouve un univers de plus en plus dense, de plus en plus petit, parce que l'expansion est inversée. De la même façon, on va trouver un univers de plus en plus, enfin en tout cas, se trouver dans un espace de plus en plus confiné à mesure qu'on descend dans le siphon gravitationnel en direction de la singularité finale du trou noir. On va passer à un moment la frontière de Planck, c'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus petit, la gorge va se resserrer, jusqu'à ce qu'on atteigne une échelle qui sera, ou un rayon de ce siphon qui sera tout petit,
il sera de 10 puissance moins de 33 cm. On retrouvera le même type de rayon que celui qu'avait l'univers il y a 13 milliards 700 millions d'années. Et là, à partir de ce moment-là, on va de nouveau passer la frontière. Et quand on passe la frontière, selon nous, eh bien, ce qu'on appelle la métrique de l'espace-temps va se trouver à nouveau modifiée, comme ça s'est passé il y a 13 milliards 700 millions d'années au moment de naissance de l'univers, et on va percer, une fois qu'on a percé cet horizon de Planck, une fois qu'on l'a franchi, eh bien, on va se trouver dans un espace-temps qui sera modifié, où le temps deviendra complexe, jusqu'à ce qu'on atteigne la singularité finale, qui sera, elle, de la même nature que la singularité initiale, c'est-à-dire un point mathématique qui existe dans le temps imaginaire. Lavoisier disait « rien ne se crée, tout se transforme ». Est-ce que finalement le système ne se rebouclerait pas? Mais c'est fascinant. Nous vivons dans un monde qui est merveilleux, qui est fascinant, parce qu'il nous offre évidemment dans son spectacle la possibilité de répondre à des questions qui sont, comme celles que vous venez de poser, extrêmement profondes et qui engagent toute notre vision du réel, de la réalité. Donc, ça fait de nous des métaphysiciens, une fois de plus. Ce que vous posez comme question implique qu'on s'interroge sur la nature de cette singularité finale. La singularité finale, je l'ai dit tout à l'heure, elle vit donc dans un temps, elle existe dans un temps imaginaire, de même que la singularité initiale. Souvenons-nous que la singularité initiale porte une information qui est d'une densité et d'une richesse inouïe. Or, la singularité finale porte, elle aussi, une information. Et d'ailleurs, ça nous permet, puisque c'est une hypothèse que nous émettons, mais nous pensons effectivement qu'elle rejoint aujourd'hui d'autres hypothèses qui sont extrêmement fortes dans le domaine de la compréhension des trous noirs, notamment ce fameux paradoxe qu'on appelle le paradoxe de l'information, qui a été mis en évidence par Stephen Hawking, Bekenstein et un certain nombre d'autres, et qui consiste à dire que si on jette un objet quelconque, par exemple un ouvrage, un livre, n'importe quoi dans un trou noir, évidemment il va être absorbé par le trou noir, mais quelque chose de cet objet qui aura disparu, qui aura été écrasé par les forces de marée gravitationnelles qui sont gigantesques dans le trou noir, qui va le pulvériser, quelque chose malgré tout de cet objet va survivre. Et c'est quelque chose, c'est ce que Hawking et tous les physiciens théoriciens d'aujourd'hui appellent l'information. C'est fascinant, c'est passionnant de penser que l'information est conservée à l'intérieur du trou noir et que lorsque le trou noir, dans des milliards de milliards d'années, se sera évaporé, eh bien, il va restituer cette information. Ça veut dire que sur le point zéro, et pour nous, c'est cela la conclusion forte, c'est que le point zéro qui caractérise la singularité finale, c'est elle qui porte cette information, c'est elle qui l'absorbe, c'est elle qui conserve cette information. Ça, c'est tout simplement bouleversant, une fois de plus, pour notre esprit, car nous voyons apparaître une identité, une homologie en tout cas, entre la singularité initiale porteuse d'information et la singularité finale également porteuse d'information. Dès l'instant où cette homologie est constatée, on pourrait étendre encore le champ de notre pensée et puis nous dire qu'il n'est pas absurde de se poser une autre question. Il va plus loin que celle que effectivement nous soulevons en ce moment. Il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Eh bien, jusqu'au bout de l'histoire de l'univers. Si nous nous projetons dans l'avenir lointain de l'univers, dans des milliards d'années, des milliards de milliards d'années, des milliards de milliards de milliards d'années, qu'est-ce que nous allons observer? Eh bien, nous allons observer que une à une, les étoiles vont s'éteindre. Lorsque nous lèverons le ciel dans des milliards de milliards d'années, lorsque nous lèverons nos yeux vers le ciel, eh bien, nous constaterons que plus aucune étoile, plus aucun soleil ne brille dans la Voie lactée. Et ce sera vrai pour toutes les galaxies, progressivement, de l'univers. Elles vont toutes s'éteindre. Donc, à un moment ou à un autre, l'horizon, en quelque sorte, céleste, qui est aujourd'hui illuminé par des étoiles, eh bien, dans l'avenir lointain, il va s'assombrir et il va finir par, en quelque sorte, s'éteindre. Et puis, la matière qui composait les soleils et les planètes gravitant autour de ces soleils désormais noirs, eh bien, cette matière finira elle-même par se désintégrer. On pense effectivement que dans des milliards de milliards de milliards d'années, l'univers va finir par s'évaporer. Que restera-t-il alors? C'est la grande question qui est posée par la physique théorique d'aujourd'hui, et elle y répond. Elle y répond. Einstein lui-même y répondait. Il répond déjà en 1915, au moment de
la publication de la relativité générale, et il dit ceci: quand toute la matière qui caractérise effectivement une réalité a disparu, eh bien, ce qu'on appelle l'espace et le temps disparaissent à leur tour. Autrement dit, si je me projette maintenant dans l'avenir, lorsque toute la matière qui aura caractérisé l'univers, lorsque toute l'énergie qui aura caractérisé l'univers dans des milliards d'années d'ici aura disparu, ce sera évaporé, que restera-t-il? Il ne restera plus rien, et même l'espace-temps, c'est-à-dire le temps lui-même, ce sera en quelque sorte évanoui. C'est ce moment étonnant où ce qu'on appelle le cône de lumière de l'espace-temps, ce sera lui-même évaporé. Le cône de lumière, c'est un objet d'essence géométrique qui permet de comprendre, de décrire tous les phénomènes dans l'espace-temps, l'évolution notamment. Quand il n'y a plus de temps, quand il n'y a plus de matière, il n'y a plus de temps, et il n'y a plus donc de cône de lumière. Et l'ailleurs, ce qui est décrit par l'ailleurs dans la relativité générale, c'est-à-dire l'extérieur du cône de lumière, va se mélanger en quelque sorte à l'intérieur du cône, et il ne restera plus qu'un espace indifférencié à 4 dimensions, puisque effectivement on pourrait considérer que cet espace-temps immensément dilaté, sans matière et sans énergie, aura perdu à la fois son échelle et en même temps le dernier repère effectivement de réalité qu'est le temps. Et le temps réel, ce sera de nouveau transformé en temps imaginaire. Et là, il restera encore quelque chose. Ce ne sera plus de la matière, ce ne sera plus de l'énergie, ce sera à nouveau de l'information. Donc, vous voyez que la boucle est bouclée. Et que dans un avenir immensément lointain, on va retrouver en miroir, inversé, une information finale qui correspond au dual, c'est-à-dire à l'image en miroir de l'information initiale. Et à partir de ce moment-là, en effet, on peut considérer que cette information finale peut engendrer autre chose et peut être prise comme le point de départ d'une nouvelle aventure qui serait une information en quelque sorte finale se transformant en l'information initiale d'un nouvel univers ou d'une nouvelle extension. Alors par ce biais-là, on pourrait éventuellement comprendre ce que la tradition ou certaines recherches nous disent en matière de réincarnation, c'est-à-dire un éternel recommencement. En un certain sens, on prouve là, mathématiquement, scientifiquement, rationnellement, l'existence de cycles à très 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 long terme dans l'univers. Alors des cycles qui effectivement permettent de passer d'une réalité A à une réalité B, puis d'une réalité B vers une réalité C. C'est tout à fait possible. Cela dit, la science ne peut pas aujourd'hui aller jusque-là. Elle peut simplement constater qu'il existe une transformation, une évolution, que l'univers est soumis à un principe qui est un principe de complexité, c'est-à-dire qu'il part d'un état très simple et il se complexifie, devient de plus en plus complexe, de plus en plus riche en information, et que la matière, elle est soumise au second principe de la thermodynamique. La matière et l'énergie se dégradent, et que donc l'entropie, comme on dit, augmente jusqu'à un certain seuil. Alors, la grande question qui se pose, c'est, dans des milliards d'années d'ici, que restera-t-il? Eh bien, nous apportons effectivement, Igor et moi, là aussi une réponse. Nous pensons que la fin de la matière et la fin de l'énergie n'est pas la fin de l'histoire, et que, au contraire, elle débouche sur quelque chose d'inouï, de non accessible à nos sens d'aujourd'hui, mais qui, par un raisonnement en tout cas, et par une sorte de saut conceptuel peut être intuitionné, c'est qu'il restera de l'information. Et cette information, c'est un autre mot ou un autre nom que, effectivement, on peut donner, en tout cas que des métaphysiciens ou des philosophes peuvent donner à ce qu'on appelle l'esprit. Donc, en quelque sorte, l'information est présente à zéro et l'information est présente à l'infini. Ce sont les deux horizons entre lesquels existe notre univers. Et il est extraordinaire, il est même rassurant, pour l'esprit en tout cas, de voir que ces deux horizons sont bornés, si on peut dire, et caractérisés, et élargis aussi d'ailleurs, plus que bornés,
par la présence de cette information, c'est-à-dire de ce que, effectivement, les philosophes ou les métaphysiciens appellent l'esprit. Alors j'imagine qu'il doit y avoir de nombreux projets pour les frères Bogdanov dans les mois à venir. Oui, de très nombreux projets. En fait, nous sommes maintenant en train de renouveler nos émissions d'abord sur France 2. Nous allons approfondir nos émissions, les enrichir. Nous allons créer, d'abord, évidemment, relancer le magazine Science 2, qui est un magazine hebdomadaire et qui, chaque semaine, a pour ambition de présenter à tous cet immense volume d'informations, d'événements qui caractérisent le monde de la science, et puis d'essayer aussi de les décoder, de les comprendre, de les hiérarchiser. Donc ça, c'est Science 2. Et puis nous allons également lancer de grandes séries à caractère scientifique qui sont une conquête en quelque sorte de ces merveilles de la science par l'image. Donc lancer à l'échelle française mais aussi internationale de grandes conquêtes de ce genre, effectivement des grandes séries. Ça c'est les choses immédiates en termes, les projets immédiats en termes de télévision. Sinon, un peu plus lointain, nous envisageons de faire un long métrage, donc une fiction, et plus lointainement encore, nous envisageons de mettre en place quelque chose de très important qui serait une convergence en quelque sorte entre les moyens audiovisuels les plus modernes possibles et Internet. Donc là, il s'agit, et même les moyens écrits, donc il s'agit d'un nouveau support de communication auquel nous réfléchissons, dont l'une des composantes pourrait être le lancement, et pas seulement à l'échelle française, mais à l'échelle internationale, d'un grand journal, un grand périodique, probablement mensuel, mais qui serait connecté à Internet. Donc ça, c'est un projet un petit peu plus à long terme, mais pas si loin que ça, puisque c'est probablement à horizon d'1 an. Et bien sûr des livres, puisque nous envisageons de faire la suite de la grande aventure conceptuelle que nous avons entamée avec Avant le Big Bang et poursuivie donc au commencement du temps. Notre idée est maintenant d'aller plus loin, de faire un ouvrage qui permettrait d'aller justement dans ces régions qui ont été entrevues et visitées par Einstein, Hawking, concernant justement la pensée de Dieu. C'est, au fond, quel est finalement quel est le regard que l'être humain, en tant que philosophe et métaphysicien, peut porter globalement sur la création et éventuellement sur l'origine, sur la cause première sur laquelle repose la création. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fascine et que nous allons essayer effectivement d'explorer dans des ouvrages ultérieurs. Et j'ajoute enfin, nous avons un projet de roman qui fera suite à un premier roman qu'on a écrit il y a quelques années. Un roman scientifique, j'imagine. Oui, sur lequel effectivement on va retrouver un certain nombre des propos que nous sommes en train de tenir maintenant, mais c'est essentiellement des aventures, mais qui s'inscrivent évidemment dans un horizon métaphysique. Nous ne pouvons pas couper, je pense, le spectateur à la télévision et le lecteur lorsqu'il lit nos ouvrages de la dimension métaphysique dans laquelle s'inscrit évidemment notre pensée, mais d'une manière générale, la sienne aussi. Alors je suppose que de nombreux auditeurs qui nous écoutent en ce moment sur Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère meurent d'envie de vous rencontrer. Alors est-ce que vous allez venir chez nous dans le sud de la France ? Eh bien, d'abord, on leur dit merci de nous suivre avec autant de sympathie et puis de nous soutenir finalement dans cette quête. C'est une quête que nous sentons partager avec eux. Oui, nous allons descendre à Toulouse d'une manière ou d'une autre, et dans un avenir pas très lointain, parce que nos parents vivent en Gascogne, dans le Gers. Et donc, nous sommes du sud-ouest, et en fait, nous sommes nés là-bas. Ma grand-mère est notre grand-mère est d'origine autrichienne. Dans les années 30, s'est installée donc dans le sud-ouest. Et papa, notre père, venu d'Espagne, passé par Paris après avoir fait les Beaux-Arts, s'est installé donc à son tour dans le sud-ouest et nous y sommes nés. Quelle bonne idée! Donc maman elle-même avait un père américain, mais tout cela s'est retrouvé effectivement en Gascogne. Donc nous sommes très proches de Toulouse et nous naviguons beaucoup dans cette région que nous aimons énormément. Et rencontrer donc ceux qui nous écoutent en ce moment,
C'est un grand bonheur. Alors vive Toulouse et la Gascogne, et puis bonne recherche pour l'avenir. Espérons que nous allons avancer. Un livre à ne pas manquer, à lire surtout. Les frères Bogdanov, donc c'est au commencement du temps. C'est aux éditions Flammarion. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission, à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt, au revoir. Merci et à bientôt. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'était la clé du mystère. À très bientôt pour un autre rendez-vous.